Bonjour à tous et un grand merci d'être là. Je suis vraiment ravi de vous accueillir au village Centre-Est. Je suis Mathieu Tout-le-Monde, je suis le fondateur de Terre à Terre et je serai en fait votre hôte toute cet après-midi. Ça me touche énormément de voir tout ce monde pour cette deuxième édition qui, après Lille, aura lieu donc à Lyon. Et il faut dire que c'était un beau défi pour moi, qui suis ch'ti, d'exporter le concept Carbon Connect à Lyon. Et on l'a fait en fait grâce à une chose, grâce à nos partenaires, notre partenaires locaux. Donc je voulais notamment prendre le temps pour les remercier. La région Auvergne-Rhône-Alpes, le Crédit Agricole Centre-Est, la Chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, FarmLip et le village Centre-Est qui nous accueille aujourd'hui chaleureusement. Et je vous propose du coup de les applaudir. Alors, deuxième édition, mais on a gardé le nom, Carbon Connect. Carbone, car on est tous composés de carbone, et le carbone finalement c'est la vie. Et carbone aussi, puisque stocker du carbone dans le sol, c'est une des solutions les plus efficaces pour combattre le changement climatique. Et puis ensuite, connect pour créer un lieu d'échange, comme cet après-midi, pour venir finalement permettre des échanges très concrets entre les partenaires locaux et parler de transition agroécologique. Alors pour cette deuxième édition, nous souhaitons avoir une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique. On ne va pas parler uniquement de carbone, et vous le verrez dans les ateliers cet après-midi, on va parler de biodiversité, de régénération des sols, on va également parler de cycle de l'eau. Et c'est vrai que je suis extrêmement fier de voir, il y a des personnes qui sont encore debout au fond de la salle, on n'a plus de place, mais il y a plus de 200 personnes cet après-midi qui sont là pour parler de ces sujets, partager les bonnes pratiques et surtout passer à l'action. Et donc, cet après-midi, avec les partenaires, finalement, on la veut concrète et l'accent sera mis sur les initiatives qui ont déjà mis en place et qui ont fait preuve de leur succès. On voulait aussi qu'elle soit axée sur l'échange. Et c'est pour ça qu'on n'a pas uniquement des tables rondes, mais on a créé des ateliers pour que vous puissiez interagir directement auprès de la quinzaine d'experts qui sera présent cet après-midi. Et enfin, peut-être le plus important, on souhaite que cet après-midi, elle soit authentique, simple et conviviale. Alors, je vous propose de lancer l'après-midi. Et donc, on va commencer par une table ronde avec 3 intervenants pour parler des enjeux de la transition agroécologique. Puis, on aura 6 ateliers avec 3 thématiques différentes. Et puis, on finira l'après-midi par 2 plénières pour aller plus loin. Alors, avant de lancer la première table ronde, je vous propose d'accueillir Véronique Racousseau, qui est directrice générale adjointe au Crédit Agricole Centre-Est et qui va nous dire un mot, et je vous propose de l'applaudir. Merci, bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous accueillir dans les locaux du Crédit Agricole Centre-Est, dans un parc de 11 hectares qui est magnifique, alors là, qui est un peu en chantier, qui est aussi le lieu de notre site de siège social que l'on a abandonné depuis 2 ans et demi, puisque vous avez pu remarquer qu'il y a de légers travaux et qu'on va réintégrer avant cet été. Et donc, se situe aussi dans ce parc donc le fameux village Baïséa, dans lequel on vous accueille aujourd'hui, qui est un lieu tout à fait adapté à cette rencontre de cet après-midi, puisque c'est un lieu de rencontre qui favorise les échanges entre les entreprises et les startups principalement, et qui a pour but de favoriser les innovations, le développement et la création de valeur entre les différentes entités. Les villages, il y en a autant, même plus que de caisses régionales, puisqu'il y a 44 villages en France, et nous sommes 39 caisses, puisque comme Centre-Est, nous en avons 2, le principal ici et un autre à Gerland. Et ils sont aussi connectés, Mathieu. Et c'est ce qui a permis que vous soyez là cet après-midi, puisque vous-même, vous étiez une start-up qui avait été incubée par le village Baïséa dans le Nord. Et c'est grâce à ces très beaux départements, au demeurant. Et c'est grâce à ces liens qu'on a proposé et qu'on a été ravis de pouvoir vous accueillir ici. Donc ça a absolument tout son sens. Ça a aussi un autre sens, c'est le rôle du Crédit Agricole. Alors, c'est pas que financer et investir, même si nous sommes principalement banquiers,
Et depuis maintenant un siècle, le Crédit Agricole accompagne toutes les transitions, et celles-ci comme les autres. Et dans ce rôle d'accompagnement, il y a un rôle de conseil, de formation, d'éducation, mais aussi de favoriser les rencontres entre les acteurs à la fois des territoires et les principaux concernés par ces innovations, ces transitions. Et en l'occurrence, sur le bas carbone, aujourd'hui, et les enjeux sont inéluctables, vous le savez, je rappelle juste le côté un peu réglementaire qui fâche, c'est que les entreprises ont un objectif et une obligation réglementaire d'avoir réduit leurs émissions de 40% d'ici 2030. Et 2030, c'est demain. Donc c'est ce qui fait que ça s'agite peut-être beaucoup plus en ce moment. Et l'enjeu, c'est comment on est capable de, avec les entreprises du territoire, les institutions, de faire se rencontrer tout ce monde qui ont des stratégies bas carbone avec nos agriculteurs qui aussi avancent dans cette transition. Donc, c'est vraiment les enjeux fondamentaux qui nous parlent aussi au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole a un projet sociétal, c'est le 3e pilier du projet de groupe. Et c'est aussi un des enjeux stratégiques du projet d'entreprise du Crédit Agricole Centre-Est, qui regroupe 3 thèmes principaux, la transition climatique, l'inclusion, la cohésion et l'inclusion sociale, et puis la transition agricole et agri-alimentaire. Donc voilà, donc on avait toutes les raisons aussi de vous accueillir aujourd'hui. Je ne vais pas être très longue parce que l'important c'est ce qui se passe après. Je vous souhaite un très bon après-midi. Je vous souhaite simplement de profiter pleinement de la qualité des interventions que vous allez avoir avec quand même des représentants et des intervenants renommés que je remercie encore d'être venus jusqu'ici, dans des conditions difficiles pour certains. Et donc, profitez-en pleinement et j'espère que ça sera une vraie avancée pour nous tous. Pour ce 2e, c'est dommage que ce soit le 2e, vous avez préféré faire le premier à Lille, c'est votre choix. Le 2e Forum Carbone Connect ici à Lyon. Voilà. Merci beaucoup Véronique, Bon on peut après-midi à applaudir. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé autour de vous, peut-être au café, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est la diversité des profils qui sont dans la salle. On a des agriculteurs, on a des entreprises, on a des startups, on a aussi des membres de partenaires agricoles, de coopératives agricoles. Et en fait, tout le monde est ici pour parler d'une seule et même sujet, la transition bas carbone de leur territoire, via un outil, un levier, l'agriculture, qui est aujourd'hui le 2e puits de carbone à l'échelle européenne. Donc pour parler de ce sujet, j'ai la chance d'accueillir ici 2 agriculteurs, Gilbert et Samuel, que j'invite à monter sur scène sous vos applaudissements, ainsi que Marion, qui est une représentante du ministère de l'Agriculture. Et la thématique qu'on a choisie ensemble, c'est la transition sera collective ou ne se fera pas. Donc Marion, je te propose d'être au milieu. Et Samuel, je te propose de prendre le micro, puisque pour commencer, je vais effectivement te donner la parole, Samuel. Toi qui es agriculteur en grande culture, sur 144 hectares, et que tu es également président de France Carbone Agri. Alors Samuel, je voulais commencer par une question très terre-à-terre, si je puis dire. Quel rôle peut jouer l'agriculture dans l'atténuation du changement climatique ? Alors bonjour à toutes et à tous. Donc comme tu l'as dit, je suis agriculteur, je suis président de France Carbone Agri SAS. Et aujourd'hui, le rôle principal de l'agriculture, c'est avant tout l'alimentation, de garantir une alimentation saine, sûre et durable pour l'ensemble de nos concitoyens. Et donc cette vocation-là, elle a lieu depuis l'éternité. Mais depuis ces dernières années, un rôle primordial aussi, c'est l'occupation de l'espace et aussi justement diminuer les effets du changement climatique avec quelque chose qui est, que des fois on a du mal à voir, c'est ce qu'il y a sous nos pieds, le sol, un sol vivant qui fait que demain on peut, en adaptant les stratégies et les innovations, faire en sorte que ce sol capte et stocke plus de CO2. Donc en changeant nos pratiques, avec de la couverture des sols, en le maintien des prairies permanentes, avec du sursemis aussi de prairies permanentes, qui a vocation donc à augmenter le stockage de CO2. Et ce stockage de CO2 est directement lié
à l'autonomie et à la résilience de nos exploitations. C'est-à-dire qu'un sol, plus il va capter de CO2, plus il va restituer de matière donc à la plante qui va arriver derrière, et donc qui va pouvoir augmenter sa capacité de production sans forcément avoir besoin de plus d'intrants. Le premier sujet. Le deuxième sujet, il va avoir lieu autour de ce qu'on va appeler tout ce qui va être co-bénéfice biodiversité, parce qu'en réintroduisant plus de CO2 dans le sol, ça va favoriser la décomposition des résidus en humus et en matière organique, qui donc va directement favoriser l'installation ou la réinstallation de biodiversité supplémentaire avec les lombrics et beaucoup d'autres espèces. Donc c'est un enjeu crucial. Aujourd'hui, les premiers qui font face au changement climatique et au dérèglement climatique, je ne vais pas parler de réchauffement, je parle de dérèglement climatique, vont être les agriculteurs. Par contre, c'est aussi eux les premiers à en diminuer l'augmentation et à en atténuer les conséquences. Et ça, c'est un levier fort. Et pour ça, très vite, la profession agricole s'est organisée, déjà en 2018 sous forme associative avec France Carbone Agri sur la partie élevage, et puis maintenant revue avec les grandes cultures et d'autres filières qui arrivent demain, sur une méthodologie labellisée, qui est sous le label bas carbone français, certifié par le gouvernement, tracé, pour être capable justement d'avoir une méthodologie qui tienne la route dans le temps. Exactement, donc tu as bien souligné que finalement les agriculteurs étaient au premier plan de cette transition. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les motivations des agriculteurs à se lancer dans cette démarche bas carbone ? La première des motivations, elle est surtout sur l'image. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs, et entre autres en Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a eu beaucoup d'attaques sur la partie élevage, l'idée était de pouvoir reprendre en place son outil de communication et de se dire qu'au travers de ce sujet carbone, biodiversité, c'était aussi une manière de voir l'agriculture sous un autre angle. Bien sûr, l'alimentation qui reste le premier pilier, mais le deuxième autour de l'environnement et la diminution des effets du changement climatique, et donc de reprendre en main sa communication. Le deuxième axe, pour ceux qui sont le plus avancés, c'est vraiment lié à l'économique. Et donc, comme je le disais, à l'autonomie, la résilience de l'exploitation. Un enjeu très fort vis-à-vis du changement climatique. Pour prendre un exemple très concret, aujourd'hui, un agriculteur en Auvergne-Rhône-Alpes avec des prairies permanentes sur lesquelles il va pouvoir éventuellement faire du sursemis de trèfle violet. Le trèfle violet, qui est une plante qui descend à 1,50 m de profondeur dans les racines, donc qui va faciliter l'écoulement de l'eau dans le sol et éviter les surinondations, mais qui va aussi être capable de remonter cette eau par capillarité l'été quand on en a besoin dans les excès de sec, fait que cette exploitation-là va moins souffrir des excès d'eau et des excès de sec, et donc va pouvoir avoir un réel gain en termes d'autonomie fourragée pour alimenter les bêtes l'hiver. Et puis le trèfle violet est une plante pollinisatrice qui fait que dans toute la partie hivernale, elle va pouvoir aussi servir à alimenter les abeilles et d'autres. Et donc un sol qui va se restructurer, qui va se fissurer, sur lequel on va retrouver beaucoup plus de vie. Et donc ça, c'est un enjeu très fort. Donc premier, autour de la communication. Deuxième, économique, et puis tout ça aggloméré, le fait que l'agriculture est un véritable service à nos concitoyens dans toute sa typologie environnementale. Exactement. Merci pour ces explications. Je vais peut-être donner la parole à Gilbert. Gilbert, vous êtes éleveur dans la région. Vous avez une ferme de polyculture élevage, 70 vaches laitières en Haute-Loire, c'est ça précisément. Et vous êtes également président de la Chambre d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors vous qui êtes très ancré dans la région, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette agriculture locale ? Bonjour à tous. Pour moi, c'est l'agriculture régionale parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme vous le savez, elle a à peu près la même surface que certains pays. On est aussi grand que l'Autriche, que l'Irlande. Et on a une agriculture qui est très variée parce que quand vous êtes dans les Baronnies ou quand vous êtes à la porte de Genève ou quand vous retraversez tout et que vous arrivez à Aurillac, vous avez compris qu'on n'a pas du tout les mêmes productions, on n'a pas du tout les mêmes sous-sols, on n'a pas du tout la même agriculture. On va de 50 mètres d'altitude à 4000 mètres d'altitude pratiquement dans les Alpes. Mais on a cette agriculture qui est très variée. Et je pense que c'est une chance pour notre région parce que quand il y a des catastrophes ou des crises sur certaines productions, il y en a toujours d'autres qui peuvent s'en sortir. Et on a et la chance qu'on a aussi dans cette région, c'est qu'on a 7 millions de bouches à nourrir. Donc, comme l'a dit Samuel,
nous, c'est produire pour nourrir déjà nos concitoyens sur cette région qui est quand même très peuplée, même si on a aussi pas mal d'agriculture un peu périurbaine hein, autour de Lyon, des métropoles de Grenoble, de Vienne ou autres. Et là, sur le sujet du carbone, je pense que c'est là que les agriculteurs, ils ont compris. Ils ont compris qu'il fallait, pour discuter avec la société, il fallait aborder ce problème-là. Et puis, on a aussi toute cette vallée de la pétrochimie, de la chimie. Hein. Et là, c'est là qu'il va falloir qu'on travaille avec ces entreprises, parce que, comme l'a dit Samuel, les prairies permanentes, c'est bien. C'est pas là-dessus qu'on sort les plus gros revenus. Et par contre, aujourd'hui, elles sont protégées, et on le voit avec la PAC qui va sortir ce printemps, on ne peut plus les détruire. On ne peut plus les retourner, pas les détruire, excusez-moi. On ne peut plus les retourner. Et puis, on a toute cette partie montagne quand même. On a 60% de notre région qui est en montagne. Pour moi, on a la plus belle prairie de France et la plus grande. Mais c'est là qu'il faut qu'on capitalise sur nos acquis, sur notre situation, pour pouvoir expliquer notre travail et notre métier. On a un métier, on est en pleine loi d'orientation aujourd'hui. Hein. On recherche des chefs d'entreprise, on recherche des salariés. Par la formation, il faut qu'on explique ce que l'on veut faire, et notamment les adaptations qu'on a à faire avec la société qui nous entoure. Exactement. Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples d'initiatives carbone ou en lien avec la régénération des écosystèmes naturels que vous avez mis en place sur la région? Il y a 3-4 ans, on a commencé par se réunir un petit peu au niveau des organisations professionnelles agricoles pour créer l'association d'Unater. Hein, et c'était une association qui a pour but premier de rémunérer un petit peu les agriculteurs qui feront l'effort de s'engager dans ces démarches-là. On avait eu un élan un peu plus important il y a 2 ans. Il faut qu'on retrouve les moyens aujourd'hui de redynamiser. Et on a travaillé avec notre conseil régional. Et aujourd'hui, dans la DGA, on a une dotation où l'accès ou la demande d'un bilan carbone de l'exploitation peut apporter un plus sur la DGA. Hein. On a mis en place une démarche de progrès des exploitations dans notre montant de DGA. Et je pense que c'est une première. On a la chance d'avoir en Auvergne-Rhône-Alpes une région qui accompagne bien l'agriculture. Hein. On a un projet plan climat qu'on a travaillé il y a déjà presque 3 ans, parce que on est quand même une région du Sud un peu aujourd'hui, et les aspects changement climatique, on les a pas découverts en 2022, on les a découverts beaucoup plus tôt. Merci beaucoup pour ces précisions très concrètes. Alors, on a parlé du territoire, et je vous propose de prendre de la hauteur avec Marion, qui s'occupe des sujets climat au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc, Marion, bienvenue. Donc, tu es notamment la référente au sein du gouvernement pour le label bas carbone. Donc, une initiative gouvernementale qui a été lancée fin 2019 pour notamment définir ce cadre strict et transparent pour accompagner les agriculteurs dans une démarche de transition. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu fort qui se situe au niveau du financement de cette transition. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement comment ce label bas carbone est un cadre favorable à la fois pour les agriculteurs, mais aussi pour les entreprises qui pourraient nous le dire? Oui, alors bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là et de voir qu'il y a autant de monde pour parler de ce beau sujet. Comme l'a dit Mathieu, on va prendre un tout petit peu de hauteur et de contexte avant d'entrer dans les détails du label bas carbone. Vous rappelez que, comme vous l'avez très bien dit, l'agriculture a un rôle particulier à jouer dans la lutte contre le changement climatique, qu'il s'agisse de l'atténuer, mais aussi de s'y adapter. Peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail, on a beaucoup parlé du stockage du carbone dans les sols, dans la biomasse. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'agriculture doit contribuer à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Ça fait d'ailleurs partie de la trajectoire française qui est inscrite dans la stratégie nationale bas carbone, qu'on est en train de réviser et qui fixe des objectifs contraignants pour le secteur agricole. Par exemple, très concrètement, en 2030, c'est moins 18% d'émissions de gaz à effet de serre qui sont attendues pour le secteur agricole. Et donc là, c'est en train d'être révisé, probablement encore à la hausse. Donc effectivement, l'enjeu et le défi est très grand. Et pour atteindre cet objectif, le gouvernement s'est doté d'un outil qui est le label bas carbone. Alors, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, c'est un peu de celui-là dont j'ai envie de vous parler. Et le label bas carbone, c'est quoi? C'est un cadre de certification de projets qui ont un impact climatique positif, mais pas que. On a évoqué la question d'éco-bénéfices, j'y reviendrai par la suite. Et donc aujourd'hui, c'est le label bas carbone. Il s'applique sur le secteur agricole, mais aussi sur le secteur forestier et même sur d'autres secteurs. Et c'est un cadre que je qualifierais de robuste, dans le sens où une des particularités de ce cadre de certification, c'est qu'il est piloté par l'État, quasiment à 100%. Et à l'échelle européenne, voire mondiale, c'est assez inédit, en fait, ce fonctionnement-là. Et donc, c'est aussi une garantie de robustesse, puisque l'État fixe les règles du jeu dès le départ, valide des méthodes, des méthodologies de calcul qui sont construites collectivement, qui arrivent du terrain, qui bénéficient d'un appui scientifique très fort. Et à la fin, un auditeur indépendant, et là aussi une nouvelle fois l'État, certifie qu'un projet aura bien mis en œuvre les leviers escomptés, aura bien permis d'atteindre les objectifs climatiques escomptés. Donc c'est en ça que je qualifierais ce cadre de plutôt robuste, scientifiquement relativement abouti, en tout cas qui bénéficie d'un conseil scientifique important. Et puis, la dernière chose qui, je pense, fait de ce cadre un cadre robuste, c'est aussi sa transparence. C'est quelque chose qu'on défend très fortement au niveau du gouvernement. L'idée que ça soit un cadre qui repose sur des méthodes publiques, qu'on puisse avoir accès aux projets, puisque vous avez un site internet qui référence tous les projets, que les bénéfices climatiques attendus soient aussi présentés de manière très claire, et ça de manière à faciliter la mise en relation entre l'amont et les acheteurs. Exactement, et merci pour toutes ces précisions. Malgré le label bas carbone, on a encore peu d'agriculteurs finalement qui sont lancés dans cette démarche, entre 1 et 2%. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur finalement les défis, les challenges à passer cette initiative à l'échelle et comment pérenniser finalement cette initiative? Alors effectivement, moins de 1%, je pense que c'est pas forcément, c'est un chiffre, c'est exact, mais la dynamique, elle est quand même là. On voit, et on va le voir, je pense, par la suite. Mes collègues vont le présenter, Samuel. Il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui s'engagent aujourd'hui dans des projets label bas carbone. Si on regarde la dynamique de projet entre, ne serait-ce qu'il y a un an et demi, parce que je n'ai pas dit, mais le label bas carbone, ça a été créé en 2019. Donc on est quand même sur un temps relativement court. Si on regarde la dynamique de projet, aujourd'hui, on dépasse les 400 projets labellisés, 1,5 million de tonnes de carbone potentiellement labellisées et finançables. Donc voilà, les courbes sont vraiment relativement exponentielles. Et donc voilà, cette dynamique, elle est là. Néanmoins, il y a encore des choses à faire et il y a des choses qu'on peut poursuivre. Je dirais que le marché du carbone en agriculture, c'est un marché qui est émergent. Donc nous, on travaille côté ministère de l'Agriculture à l'accompagnement de l'amont. Et on a vu qu'un des leviers importants, c'était la formation. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, les diagnostics carbone, par exemple, qui sont un des leviers qu'on essaie de déployer. Nous, on l'a fait au niveau du gouvernement dans le cadre des bons diagnostics carbone, qui a été une mesure du plan de relance. Mais faire monter en compétence l'amont, faire monter en compétence les organismes de conseil, les chambres d'agriculture se sont beaucoup investis sur ces sujets-là. D'autre part, il s'agit aussi d'accompagner les financeurs, et vous êtes nombreux aujourd'hui, et c'est vraiment tout l'objectif de journée comme celle qu'organise Terre à Terre, de pouvoir expliquer ce que fait l'amont, de pouvoir donner confiance aux acheteurs. Donc ça, c'est aussi le rôle qu'on se donne et un des grands défis. Et enfin, je dirais, on a l'amont, on a l'offre. Comment on fait se rencontrer ces deux entités dans un marché nouveau? C'est aussi le rôle de toutes les structures intermédiaires qui apparaissent et qui sont de plus en plus nombreuses.
comme France Carbone Agri. Et heureusement qu'il y a ces structures pour accompagner à la fois l'amont et guider un peu les financeurs. Merci Marion. Je voulais revenir sur un petit détail dont tu as parlé, mais l'importance finalement de la formation pour engager les agriculteurs dans cette démarche et pour qu'ils atteignent aussi leurs objectifs carbone. Gilbert, je voulais peut-être revenir avec vous sur cette côté de la formation, puisque finalement, vous, au niveau du territoire, la Chambre et aussi ses partenaires accompagnent les agriculteurs sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous le faites finalement, et est-ce que vous avez des conseils concrets à donner à des agriculteurs qui voudraient se lancer dans cette démarche ? Alors juste pour préciser les choses, la Chambre régionale ne fait pas de formation indirecte auprès des agriculteurs. Ce sont bien les chambres départementales, donc les 11 établissements qu'on a sur notre région. Nous, on est un petit peu je dirais le pilote de l'avion, mais ce n'est pas nous qu'on va au contact des agriculteurs. C'est pour ça que notre association qui est régionale doit aussi se déployer sur l'ensemble des départements. Et c'est ce qui a été fait ces 2 dernières années où on a déjà des associations départementales qui fonctionnent bien, il y en a qui sont en train de se construire. Et puis, le rôle, oui, des chambres d'agriculture par rapport à la formation, parce que les chambres d'agriculture sont le premier faiseur de formation au niveau national. Et là, je veux dire, c'est de constituer des petits groupes pour attirer des agriculteurs, puis qu'ils puissent réfléchir ensemble, et puis les embarquer dans cette façon de voir les choses, dans cette réflexion qu'ils doivent avoir sur leurs exploitations. C'est pas aussi facile que ça, mais on y arrive. Et je pense que dès qu'il y aura un petit peu de monnaie, on y arrivera plus vite. Donc toujours le rôle finalement du collectif et le rôle du financement. Et peut-être du coup, Samuel, ça m'intéresse que tu nous donnes un exemple concret, parce que tu es président de France Carbone Agri. Vous avez engagé près de 3000 agriculteurs dans la démarche ces dernières années. On est très fiers de travailler avec vous aussi sur ce sujet où on accompagne avec ta structure une dizaine d'entreprises qui s'engagent finalement aux côtés des agriculteurs pour financer cette transition. Alors, est-ce que déjà on pourrait avoir quelques chiffres sur France Carbone Agri ? Et puis, je pense que tu voulais aussi avoir un petit point de précision sur qu'est-ce qu'un bilan carbone en agriculture. Oui, je pense que c'est important pour que tout le monde comprenne bien comment ça se passe pour une exploitation agricole. Aujourd'hui, ça a été dit par Marion, on travaille sur des méthodes qui sont labellisées par filière. Et donc, ça a commencé en 2019 avec le lancement du label bas carbone au Salon de l'Agriculture avec Elisabeth Borne sur la méthodologie élevage ruminant. En septembre 2021 avec les grandes cultures. On devrait déposer la méthodologie sur la viticulture, là au mois d'avril. L'arboriculture aussi qui arrive, le maraîchage, et donc toutes les filières commencent à se lancer dans la méthodologie. C'est ce qui explique aussi qu'à l'état actuel des choses, on représente 1%. On aura aussi toute la méthode énergie qui va arriver, que ce soit sur la partie biogaz ou sur la partie solaire, qui arrivera aussi pour permettre aussi de continuer à mettre les agriculteurs en transition. Aujourd'hui, un agriculteur qui se lance dans une démarche bas carbone, il va se rapprocher souvent, la plupart du temps, de sa chambre d'agriculture, de l'association régionale du Nater, pour justement effectuer un bilan, un T0. Ce bilan, c'est l'ensemble des pratiques faites sur l'exploitation les 3 dernières années. On prend tous les bilans comptables, tous les comptes de résultats, les analyses de sol, les assolements, toutes les techniques, le matériel que l'on va prendre, et ça va nous donner une base de T0. À partir de ce moment-là, on va faire des préconisations à l'agriculteur pour diminuer les émissions et augmenter la séquestration. Et ça, c'est très important, c'est ce que vous disiez, le triptyque du carbone, c'est éviter, réduire, séquestrer en agriculture, et du côté des entreprises, c'est éviter, réduire, compenser. On est bien sur les 3. Et les 3 sont indissociables. Parce que si on fait que augmenter notre séquestration et qu'on ne se soucie pas non plus de diminuer nos émissions, c'est toute la méthodologie qui tombe. Et donc ça, c'est très important. On le projette donc avec des préconisations. Et là, en tant que chef d'entreprise, l'agriculteur est un chef d'entreprise, je le revendique, c'est très important. Il va choisir les préconisations qu'il va mettre en place sur son exploitation pendant 5 ans. Et donc, c'est ce projet de 5 ans qui va projeter un bilan plus 5. Et donc, toutes les tonnes de CO2 qu'on aura économisées, émises en moins ou séquestrées en plus, on va les valoriser donc, auprès de l'agriculteur. Et donc, à mi-parcours et à fin parcours, on fait passer un auditeur privé indépendant pour justement vérifier la traçabilité de son parcours et faire en sorte qu'on soit capable de générer des certificats carbone pour les entreprises qui sont tracés, qui sont certifiés, et donc c'est un gage de qualité.
Merci, je pense que ça clarifie énormément de choses. Et justement, donc, à la fin des 5 ans, on émet finalement ces fameux certificats carbone, crédits carbone certifiés par le label bas carbone, finalement par l'État, par le ministère de la Transition écologique. Et est-ce que tu peux nous en dire plus du rôle que peuvent jouer les entreprises dans ce dispositif finalement ? Alors, je n'ai pas répondu à ta première question rapidement. Aujourd'hui, 2018-2019, lancement du label bas carbone. On fonctionne sous forme d'appel à projet, c'est-à-dire sous forme de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. On lance les agriculteurs en projet. C'était 138 000 tonnes dans le premier appel à projet avec 300 agriculteurs. Deuxième appel à projet, 556 000 tonnes avec 962 agriculteurs pour être très précis. Le troisième appel à projet qu'on a clôturé au 30 novembre avec 1763 agriculteurs et un peu plus d'1 million de tonnes, qui fait qu'aujourd'hui France Carbone Agri remporte 92% du marché label bas carbone français. Et donc on en est assez fiers, mais ça nécessite d'aller encore plus loin et encore plus vite sur la partie du marché. France Carbone Agri, c'est une SAS avec 14 actionnaires qui, en lien avec les associations régionales, comme le disait Gilbert, d'Unater ici en Auvergne-Rhône-Alpes, organise la transition sur les exploitations et la communication. Nous, au niveau national, on s'occupe de toute la stratégie de labellisation, de transparence, de traçabilité de l'ensemble des crédits carbone et de la vente des crédits carbone avec les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises qui viennent nous voir, elles viennent sur 3 piliers. Le premier, c'est le moins intéressant. Elles viennent acheter une image. C'est l'image de Martine à la ferme, tout va bien, mon entreprise participe à Martine à la ferme et donc tout va bien. Mais par contre, ne se soucie pas de la stratégie, donc d'éviter, réduire aussi sur son entreprise via le scope 3. Deuxième stratégie, c'est autour justement de la partie RSE de l'entreprise et donc réellement d'être capable de recréer une dynamique de fierté de travailler dans son entreprise, surtout depuis le Covid, où en fait on a besoin de stabiliser nos collaborateurs dans nos entreprises, on a besoin de bonifier notre démarche RSE et de créer ce sentiment de fierté d'appartenir à une entreprise qui participe à la transition énergétique, qui diminue ses émissions, qui les réduit, mais aussi qui compense derrière avec des projets en local. Le troisième, c'est la compensation nette avec un certain nombre de prises, que ce soit par décret, entre autres sur les centrales à charbon ou l'aviation avec les vols intérieurs, mais aussi avec beaucoup d'autres entreprises qui viennent de manière volontaire compenser leurs émissions de CO2 avec nous pour s'inscrire dans une démarche globale de l'entreprise. Et donc, c'est au travers de tout ça qu'on accompagne ces entreprises-là sur un schéma qui est le plus souvent le local. C'est la première préoccupation, être capable de trouver des projets sur des exploitations au plus proche des entreprises. Et c'est le cas d'un partenariat qu'on a fait ensemble dans l'ouest de la France avec Ecobiam, une entreprise de surgélation, où on a apporté des exploitations dans un rayon de 15 km de chaque magasin pour compenser les 150 tonnes d'émissions de chaque magasin. Et donc, c'est un partenariat qu'on a fait ensemble. Et donc, aujourd'hui, la vente, c'est un marché libre de gré à gré. Et donc, aujourd'hui, on est fiers aussi de pouvoir travailler ensemble sur une partie de la commercialisation avec le fait que Terre à Terre amène une compétence de communication auprès des entreprises que nous, on ne fait pas sur France Carbone Agri, étant donné qu'on est concentré sur l'accompagnement des agriculteurs et la vente des crédits carbone bruts sans la plus-value que vous amenez en termes de communication. Exactement. Et c'est vrai qu'on est très fiers de ce partenariat. Et c'est vrai que j'ai juste oublié un truc. Ah, vas-y Samuel, vas-y. Je suis très bavard. Au-delà des 3 appels à projet, on en a un 4e qu'on parle très rarement, mais ça fait écho à ce que vous disiez. On a un 4e appel à projet qui est un appel à projet européen, ce Live Carbon Farming, sur lequel on a 200 exploitations en Europe. Donc on accompagne pour tester justement le label bas carbone français dans les exploitations européennes et donc faire en sorte que demain, à la suite de la mission européenne sur le carbone, on puisse faire reconnaître ces méthodologies carbone en Europe dans un premier temps et puis avec un certain nombre de pays internationaux comme le Québec, avec qui je travaille énormément et qui sont très en pointe sur ce sujet-là, sur lequel on a fortement envie d'avancer ensemble sur différents pays. Mais le principal, c'est le réglementaire, parce qu'une entreprise qui est basée en France, elle n'est pas basée exclusivement en France, et donc elle se soucie de sa démarche RSE et de sa compensation au niveau européen, mais aussi au niveau international. Exactement, et puis j'ai bien aimé du coup le mot « ensemble » qui me permet de faire la transition sur le titre de la conférence qui était « La transition sera collective ou ne se fera pas ». Et c'est une conviction que porte le ministère finalement, qui veut faire travailler tout le monde ensemble. Et est-ce que tu peux m'en dire plus, Marion, sur finalement ces
enjeux de travailler en mode collectif sur ce sujet crucial? Oui, bah, tu l'as dit, hein, le terme de collectif et le travail collectif au sein du ministère de l'Agriculture, c'est vraiment un peu dans notre ADN, j'ai envie de dire, mais c'est aussi parce que le monde agricole est un monde très collectif. Comme vous l'avez dit, Président, les chambres ont à cœur d'accompagner des collectifs d'agriculteurs, de pouvoir partager les expériences. C'est tout à fait la vision qu'on défend au sein du ministère de l'Agriculture. Et c'est d'ailleurs ce qu'on encourage dans un certain nombre de politiques publiques. Et le label bas carbone n'en démord pas. C'est des projets qui sont le plus souvent collectifs et qui le nécessitent parce qu'il y a un besoin d'accompagnement, il y a un besoin d'économie d'échelle qui est très fort. Et donc voilà, le travail du collectif là-dedans, il a tout son sens. C'est aussi un travail qu'on fait collectivement à l'échelle des filières. On pousse beaucoup ça au niveau du ministère. Et d'ailleurs, les filières s'en sont saisies puisqu'elles viennent juste de s'engager dans des travaux de feuilles de route décarbonation, notamment pour l'élevage et le secteur des céréales. Donc là aussi, on devrait voir des leviers très concrets portés par ces filières et nous, on soutient fortement. Et puis, collectivement, ça veut aussi dire travailler à l'échelle du territoire. Et donc, comme le disait Samuel, le label bas carbone, c'est aussi un formidable vecteur de dialogue territorial. Nous, on considère que rapprocher un financeur local d'un groupe d'agriculteurs, c'est vraiment une très bonne façon de communiquer sur l'agriculture. C'est ses services rendus, la capacité à stocker du carbone, mais pas que. On a évoqué les impacts positifs sur la biodiversité qui sont aussi traités dans le cadre du label bas carbone. Voilà, tout ça a beaucoup de sens et ne peut se faire, selon nous, que de manière collective. Et puis peut-être juste pour prendre un tout petit peu de hauteur, encore, et puis peut-être pour finir là-dessus, c'est pas juste un travail collectif à l'échelle française. Comme l'évoquait Samuel, on travaille aussi beaucoup à l'échelle européenne sur ce sujet, d'autant plus depuis que la Commission européenne a proposé de créer un cadre de certification un peu sur le modèle du label bas carbone qu'ils aiment bien. Et donc voilà, on travaille aussi beaucoup avec un ensemble de partenaires européens. Terre à Terre, vous êtes aussi impliqués dans un consortium européen pour travailler sur des questions de transparence, sur les fonctionnements de ces marchés carbone en agriculture. Et là aussi, c'est éminemment important. Et donc voilà, vous dire que la discussion, elle va continuer. Elle n'est déjà pas terminée en France, elle se poursuit, mais elle va encore s'accélérer au niveau européen. Et donc, on espère que ce dispositif du label bas carbone et puis globalement tout le travail qu'on peut faire sur le carbone en agriculture pourra être bien valorisé au niveau européen. En tout cas, c'est déjà bien parti. Merci beaucoup, Marion, pour ce mot de la fin. Je vous propose de les applaudir, nos trois intervenants. Merci à tous les trois d'être venus. C'était top. Alors, pour la suite, on va passer le slide si vous voulez, parce que ma petite zapette ne fonctionne pas. Ah, c'est sur l'ordi, ok, attends. Merci Basile. Alors, pour la suite, on a, comme je vous disais en intro, on avait envie de finalement travailler sous la forme de petits ateliers en cercle réduit pour pouvoir vraiment créer une interaction entre les intervenants et le public. L'idée, c'est vraiment de pouvoir poser vos questions, interroger, challenger aussi. Donc en fait, on a 3 grandes thématiques. La thématique 1, la stratégie climat des entreprises et enjeux carbone, qui va avoir lieu dans cette salle. Donc la salle jaune, c'est cette salle. Merci d'avoir changé la couleur, c'est top. Le thème 2, la transition agricole bas carbone et agroécologie, aura lieu vers la gauche. Première salle vers la gauche. C'est bien ça, Basile? Merci. Et le thème 3, au-delà du carbone, la régénération des écosystèmes. Pareil, vers la gauche, mais la deuxième à gauche. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez un code couleur. Jaune, plutôt RSE, entreprise. Thème 2, vert foncé, transition agricole. Et ensuite, régénération des écosystèmes, on est sur du vert clair. Voilà. Écoutez, bon après-midi, et puis on se retrouve ici à 17h. Et tout le monde a reçu un mail, effectivement, pour rappeler les ateliers que vous aviez choisis il y a quelques semaines. Voilà, merci beaucoup, puis on peut s'applaudir.